Salut à tous, bande d'archéorollistes, et bienvenue dans cette troisième partie de l'interview de Monsieur Pierre Rosenthal que j'ai effectuée il y a quelques temps. Alors que vous soyez un jeune rôliste, un grand ancien ou encore un curieux qui ne sait pas trop ce qu'il fait là, ne vous inquiétez pas, vous devriez trouver votre compte. J'ai profité de cette dernière journée de fanboy avec Monsieur Pierre Rosenthal pour lui poser plein de questions sur le jeu de rôle en général et sur les pratiques modernes. Donc enjoy, juste après le générique. Par définition, le jeu de rôle, c'est quelque chose qui se passe dans la tête des joueurs avec très peu de moyens. D'ailleurs, avec un seul livre de base, on peut jouer pendant des décennies. Est-ce que d'une certaine façon, c'est pas ça qui aurait coûté à l'économie du jeu de rôle professionnel? Oui, mais en fait, il y a des meneurs de jeu qui sont inventifs. Donc ceux-là, ils ont besoin que du jeu de contexte et de règles, et ils peuvent, à chaque fois qu'ils ont leurs joueurs, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, ils leur ont fait un nouveau scénario, quelque chose d'autre. Moi, avec les règles, ça va. Les scénarios, moi j'ai écrit 3 scénarios en 15 ans. Hein. C'est-à-dire que c'est pas où j'ai des ébauches, c'est-à-dire que j'ai un blocage. C'est-à-dire une fois que j'ai commencé le scénario, ça va. Je fais mes 30 pages, mais j'ai des problèmes. Donc à l'époque, j'achetais très souvent ce qu'on appelait les modules. Et donc par contre, je les adaptais à mes joueurs. C'est-à-dire que je modifiais les tenants aboutissants, les monstres, je modifiais plein de choses, c'est-à-dire qu'il ressemblait toujours à celui d'origine, mais il était pas mal modifié, mais quand même j'achetais le White Dwarf, le Casus Belli, enfin tous les scénarios du commerce pour pouvoir les approprier. Donc oui, j'aurais pu me contenter des 3 livres de base de Donjons et Dragons, mais j'étais pas quelqu'un qui était capable d'inventer autant que ça. Donc de toute façon, il y avait quand même la place pour que des gens achètent autre chose. Si je peux faire un aparté, c'est le souci d'ailleurs qu'a eu TSR, Wizard of the Coast, il y a quelques mois, il y a 6 mois. Et ils ont mis une nouvelle gestionnaire à la tête de Hasbro, et ils se sont rendus compte que le jeu de rôle c'est quelque chose qui n'est pas économiquement intéressant, puisqu'il y a un meneur ou une meneuse de jeu, et qui a 5 ou 6 joueurs, et qu'en plus il n'y a qu'une seule personne qui achète le produit. Et ils se sont dit, bah, il faudrait quand même qu'il y en ait 6 qui achètent, et donc il faut qu'on trouve une solution pour que les 6 achètent. Donc là ils vont peut-être se mettre au dématérialisé et faire que les gens qui vont jouer vont acheter chacun leur figurine, et après ils se disent quand même on a fait une possibilité pour les autres éditeurs de prendre nos règles de base et de les modifier pour faire leur propre jeu. Là aussi c'est pas gentil avec nous, maintenant on va les obliger à payer. Et ils se sont pas vraiment rendus compte de ce que c'était, parce que grosso modo ils gagnaient eux plus d'argent, parce que tous les gens qui faisaient du matériel adapté à Donjons et Dragons faisaient marcher Donjons et Dragons, et il y a eu une grosse reculade sur cette espèce d'aventure. Parce que le jeu de rôle, effectivement, ne marche pas sur les mêmes lois économiques qu'un autre produit, quoi. Pour les très grands succès du jeu de rôle, j'entends par là Donjons et Dragons, l'Appel de Cthulhu, Shadowrun ou Star Wars D6, on peut voir qu'il y a de très nombreux scénarios qui ont été édités dans le commerce. Alors la grande question c'est, est-ce que il y a beaucoup de scénarios parce que ce sont des grands jeux de rôle, ou est-ce que c'est parce que il y a beaucoup de scénarios que ce sont devenus des très grands jeux de rôle? Les deux en général. Parce que dans Casus Belli, en fait, quand un jeu sortait, de toute façon, on faisait toujours un scénario. Sauf à partir d'un moment, quand il est sorti plus de 2 ou 3 jeux par mois, là, on a dû se faire de la sélection. Et quand on voyait qu'un scénario était bien écrit, qu'ils arrivaient, parce qu'on les lisait avant, qui nous paraissait intéressant, on
demandait en général aux gens qui avaient écrit des bons scénarios de les refaire. Ils avaient souvent des spécialités. Et puis on avait quand même un courrier des lecteurs, pas toujours immense, mais qui existait, où on discutait avec les gens dans les conventions, et on voyait bien les jeux qui avaient des succès et nos scénarios qui avaient du succès. Donc en général, il y avait une corrélation. C'est-à-dire qu'on faisait des scénarios parce que les jeux avaient du succès, mais en même temps, les gens achetaient Casus Belli parce qu'il y avait un scénario qui correspondait à leur jeu. Donc c'est plutôt un cercle vertueux. Vertueux, excusez-moi, j'ai du mal à parler. Voilà, c'est-à-dire que il y a une exception qui est Donjons et Dragons. Parce qu'il y a tellement de gens qui jouaient à Donjons et Dragons, et même actuellement les gens qui jouent à la 5e édition. Alors en France c'est peut-être 70%, mais aux États-Unis c'est 95%. Si on voulait que notre magazine soit viable économiquement, il fallait qu'une grosse partie des gens qui jouent à Donjons et Dragons achètent Casus Belli pour avoir le scénario Donjons et Dragons. Donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup changé pendant les 13 ans que Casus Belli, les 3 ans où j'y étais. Et encore, je pense, de temps en temps, on a fait des numéros sans Donjons et Dragons, mais ça doit être se compter sur les doigts des mains d'un lépreux. Le fumble. Ou alors le coup critique. Dans la foulée, ça va avec. Pour moi, c'est une vieille tradition de jeu de rôle qui est un petit peu, lourde. Est-ce que ça a encore sa place aujourd'hui dans le jeu de rôle? Alors ça dépend parce que là je vais parler toujours pour mon système. Enfin mon système ne sent pas. C'est-à-dire que dans mon système il peut y avoir de l'héroïsme ou pas de l'héroïsme. Donc et puis quand on a de l'héroïsme on a plus de chances de faire des critiques. Quand on n'a pas d'héroïsme on les a quand même. Mais il y a quelque chose qui est le métier. Le métier fait que tant qu'on fait des choses de son métier, on ne lance même pas les dés, on les réussit. Un médecin soigne les gens, un pilote de chasse pilote son avion, et il y a juste, par exemple, quand il va rentrer dans une tempête et qu'il va être secoué par des anticyclones, par des tourbillons, des choses comme ça, qu'on se dit là, allez, on va lui faire un jet. Mais il part quand même avec un score qui est assez élevé, donc c'est pas du Cthulhu à 25% de chance de réussir quand on est un expert, hein, ce qui a toujours été pour moi un petit problème dans ce système. Mais voilà, par contre, si il est possible que même marginalement on puisse faire un échec critique et que les circonstances font que c'est possible, on peut lancer les dés pour. Pourquoi je dis lancer les dés? Parce que, en fait, lancer les dés, tirer les cartes, prendre des insectes dans un petit sachet, moi, ça amène de l'aléatoire. Et j'aime bien l'aléatoire parce que c'est comme, on en parlait tout à l'heure entre nous, de l'art, ça vient de la contrainte. Et moi, j'aime bien la contrainte. Et le hasard, pour moi, est une contrainte. C'est-à-dire, il s'est passé quelque chose, c'était pas prévu, on va faire avec. Alors que, à l'opposé, on peut être dans le narratif, hein, en disant il y a une tempête, j'ai du mal à tenir le manche de mon avion, je descends, je passe à ras du sol, et puis le MJ, moi je dis oui mais bon, je vais arracher les branches d'un arbre, ça va abîmer mon aile, mais je vais réussir à me poser, et puis après il faudra du temps pour réparer. Pourquoi pas? Moi, si j'ai tiré des dés qui a un échec critique, je vais peut-être raconter quelque chose comme ça. C'est pas un problème. L'idée, c'est que dans le système normal, j'aime bien qu'il y ait de l'aléatoire pour que le meneur de jeu ou le joueur, la joueuse, puisse réagir dessus et expliquer ce qui va se passer à cause de cet échec critique. Dans le narratif, il faut que ce soit bien expliqué. Mais dans les deux cas, il y a une contrainte. C'est en effet quelque chose qui vient assez intuitivement de ne pas jeter les dés. D'ailleurs, j'ai un vieil adage que j'aime bien répéter. En tant que MJ, on ne doit pas jeter les dés si on n'est pas prêt à accepter les résultats. Et qu'est-ce que tu en penses? Absolument. Oui. Mais par exemple, pour revenir au système, quand on fait un double 6, puisque c'est que 2 dés, c'est un échec critique. Mais si on devait réussir quand même, le double 6
est plus un échec critique, c'est juste un échec normal. Ce qui est quand même un échec, hein, mais voilà. Parce que faire du critique sur, je sais pas, mais par contre parfois on le garde parce que c'est drôle aussi. Je veux dire, la Rollmaster qui est considéré comme un des jeux les plus compliqués, des jeux de rôle que je trouve pas spécialement compliqués, je trouve plutôt un peu complexes parce qu'il faut aller regarder plein de tables. Les gens adoraient la table des critiques. J'ai fait ceci, j'ai fait 75 et tout. Je vais tirer, mais ça a tiré dans l'oreille et il a perdu 5 points d'audition. D'où ça vient, à quoi ça sert, pourquoi pas, mais c'est drôle. Alors je me permets de te reprendre, ça n'est pas LA table de coups critiques, mais une des très nombreuses tables de coups critiques qui dépendent de l'art, la situation ou encore du sens du vent. Mais c'est vrai que c'était vraiment une belle source de narration. Donc voilà, c'est pour ça que je pense qu'il y a plusieurs écoles. Il y a l'école, je ne dis pas vraiment narratiste, mais celle où la contrainte, c'est est-ce que l'histoire est intéressante à raconter, et dans laquelle à ce moment-là, effectivement, de temps en temps, les joueurs prennent le contrôle de la narration comme le meneur de leur jeu là, et auquel cas, à ce moment-là, il y a moins d'introduction du hasard. Il y a d'avoir. Et il y a l'autre où tout ne doit pas être forcément écrit. Et donc tout ne doit pas être forcément écrit, il y a le hasard qui rentre et qui va faire que le plan est capote. Parce que souvent, dans la vraie vie, quand on voit des histoires où pas par croire, on dirait « Ah, si lui, il avait inventé, on ne pourrait pas y croire. » Et dans la vraie vie, oui, ça existe. Et c'est dans ce cas-là que le hasard est rentré. Question ultra bateau, mais j'ai envie de la poser. Si tu devais partir sur une île déserte, ou pour faire un peu moins banal, sur une planète lointaine ou sur une dimension parallèle inaccessible pour le commun des mortels, ou pour n'importe quelle bibliothèque de jeux de rôle, quels seraient les 3 jeux de rôle que tu emporterais avec toi? Le premier D&D 3, pour une seule raison, c'est que, parce que déjà quand D&D 5 est sorti, j'ai dit à mes amis, parce qu'on a joué 25 ans ensemble, etc., ou un autre jeu, ils m'ont dit non, on va pas reprendre des caractères, des personnages, on a déjà joué à ça. Donc en fait, je vais pas prendre un jeu qui me plaise vraiment. Je vais regarder, je vais leur proposer 5, 6, 7 jeux avant de partir sur les désertes, et je vais prendre le jeu qui leur plaît le plus à eux. Et moi, mon plaisir va être de les faire jouer. Donc je disais Donjons et Dragons parce que c'est ça qui leur a plus plu pendant le temps, mais ils avaient beaucoup aimé jouer à Innominé, ils avaient beaucoup aimé jouer à Capitaine Vaudou, beaucoup aimé jouer à Cthulhu, parce que c'est des jeux qui étaient super faciles pour moi à maîtriser, qui avaient une quantité impressionnante de scénarios qui étaient à portée de main pour les faire jouer. Je suis pas sûr que je prendrais un jeu que j'ai pas vraiment complètement maîtrisé, parce qu'il n'y a rien de pire que de regarder dedans, de faire les règles et tout. Et puis, par exemple, un de mes jeux préférés, qui est Rêve de Dragon. On a fait 2 parties. Et la seule chose qu'ils ont retenue au bout de la deuxième, c'est « Ah oui, c'est le jeu où on monte dans sa tête et que ça dure très, très longtemps. » Parce qu'il y en a un qui était magicien et qu'il montait dans les terres médianes du rêve, et que lui, comme on commençait à jouer, il avait joué pendant une dizaine de minutes, quand les autres n'avaient même pas joué 30 secondes pendant le combat. C'est-à-dire qu'il se disait, c'est le jeu où il n'y a qu'un seul joueur qui fait autre chose et qu'il est obligé de ne rien faire pendant que les autres jouent, ou l'inverse. Alors qu'en fait, c'est pas vraiment ça. Donc il faudrait que je choisisse un jeu où tout le monde a autant de possibilités. Mais voilà, je pense que je choisirais un Medfan quand même, malgré tout. Alors que ce soit Warhammer ou Donjons et Dragons, je sais pas, ou un autre. Je pense qu'il y en a bien 3 ou 4 autres qui doivent exister. Peut-être un ou 2 de plus récents, j'ai pas trop d'idées dans la tête là. Capitaine Vaudou, parce que quand même, je l'ai, et puis que là j'ai encore je peux avoir des idées de scénario qui arrivent, et puis je maîtrise bien à la fois le système et l'univers.
suis dedans, après, je sais pas, c'est... est-ce qu'il y a vraiment des choses? C'est les dernières choses que j'ai jouées, je sais pas si je serais capable de les faire jouer, si ça les intéresserait. Par exemple, j'ai joué à un jeu particulièrement intéressant aux Utopia il y a 15 jours, qui s'appelle The Caravan, qui m'a fait penser un petit peu à Hurlement au départ, puis qui se fait jouer avec des petits gamins, avec des enjeux émotionnels et tout. Et donc ça me plaît beaucoup et je pense que j'aimerais beaucoup être meneur de jeu à ça. Est-ce que mes joueurs, tels que je les connais, à 60 ans et des balais et avec des intérêts qui ne sont pas vraiment dans, comment dire, dans l'engagement émotionnel, ça va leur plaire. Donc je vais peut-être pas le prendre à cause de ça. Donc voilà, un jeu tout seul, ça sert à rien s'il n'est pas en harmonie avec ses joueurs. Est-ce qu'au cours de ta carrière, tu as croisé des jeux de rôle qui suscitent absolument aucun intérêt chez toi? Pas dire aucun intérêt du tout. Alors, il y a une catégorie de jeux, parce que je pense que j'en ai vu passer au moins 4 ou 5. C'est des, on va dire, des clones de Donjons et Dragons dans lesquels on dit oui, c'est beaucoup mieux parce qu'au lieu de 5 classes de personnages, il y en a 14. Au lieu de 8 races, il y en a 87. Au lieu d'avoir 30 sorts, il y en a 92. Bah, je sais pas, je dis des chiffres au hasard. Et ça, j'en ai vu pas mal. Et c'est l'argument de vente en plus, hein, la plupart du temps. Donc ceux-là, c'est une seule grosse catégorie, mais ceux-là n'ont aucun intérêt. J'ai croisé pas mal de jeunes joueurs qui emploient à tort et à travers le terme build pour parler de leur personnage. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui font du jeu vidéo papier plutôt que du jeu de rôle. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, la notion de build, elle est arrivée quand même, à mon avis, avec Donjons et Dragons 3.5 et ses dons, puisqu'en fait, on augmente de niveau et on monte. Et dans Pathfinder 2, je ne l'ai pas vu, mais je crois que c'est pareil en plus, où effectivement, on se trace une ligne de progression du personnage, et qu'on sait que tous les temps de niveau, on va gagner telle et telle chose. Et ça existe quand même déjà dans Warhammer de base, puisqu'on a une carrière qu'on va monter, hein, qu'on fait. Même dans Cthulhu, enfin même les jeux à pourcentage, on sait qu'on veut atteindre tel pourcentage pour faire telle chose. Donc il y a relativement peu de jeux, il y a des jeux hein, qui existent, mais dans lesquels il n'y a pas de progression d'une façon ou d'une autre d'un personnage. Et alors, s'ils utilisent build juste pour le fait de dire c'est comme ça que mon personnage, je le vois et comment il va devenir, c'est juste une façon de, c'est une espèce d'anglicisme ou de truc de façon un peu snob de parler de son personnage. C'est encore un peu plus snob, on va faire de la gamification hein, de son jeu de rôle qui est déjà un jeu en soi-même. Donc pourquoi pas. Ce qui me gêne plus, ça a été Donjons et Dragons 4 par exemple, qui là, lui, était vraiment ancré sur du jeu vidéo, avec là il est tank, là il est DPS, lui il est assistance soutien, donc c'était vraiment du WoW, etc. C'était un peu plus gênant, et c'est même pas ça qui m'a vraiment gêné. Ce qui m'a gêné, c'est que j'ai juste acheté le livre, hein, je l'ai lu une fois, c'est que j'ai eu l'impression que tous les personnages étaient interchangeables. C'est-à-dire qu'au premier niveau, les voleurs faisaient un dé de 4 de dégâts avec leur dague, que les magiciens faisaient un dé de 4 de dégâts avec leur magic missile, que le prêtre faisait un dé de 4 de dégâts avec sa masse, que même le guerrier faisait un dé de 4, enfin, il faisait peut-être un dé de 6 hein, de dégâts avec son arme. Ils pouvaient tous se soigner un certain nombre de points de vie avec un petit temps de repos. Et pour moi, le jeu de rôle, il faut que chacun des personnages soit complémentaire des autres. Et c'est parce qu'ils sont complémentaires les uns des autres qu'ils se mettent ensemble et qu'ils font un groupe. Parce que sinon, quel est l'intérêt? Et j'ai eu l'impression, alors je pense que c'est faux, hein, parce que sinon il a quand même marché un petit peu, il y a des gens qui continuent à jouer, mais j'ai eu l'impression que ça standardisait les personnages pour éviter qu'il y ait trop de différences, alors que pour moi, plus il y a de différences, mieux c'est. Alors, il y a des extrêmes. À Donjons et Dragons, l'original à D&D, le magicien au niveau 1, c'est un pauvre Pékin qui a ses 4 points de vie et qui qui peut mourir à chaque tour, à chaque coin de rue si n'importe quoi il lui souffle dessus.
mais alors qu'au 20e niveau, c'est le roi du monde. Donc il ne faut peut-être pas qu'il y ait autant de différences que ça. Aussi, une anecdote rigolote, c'est que une fois avec mes joueurs, on a fait une campagne, un grand scénario dans lequel, sur mes 5 joueurs, il y avait 5 barbares. On a essayé de voir si ça tournait. Bah, ça tournait plutôt bien, parce que les monstres, ils n'existaient plus, les portes, elles n'existaient plus. Les soins, ben, ils n'étaient pas, voilà, ils arrivaient à s'en passer un certain temps. Et donc, on s'est pas mal amusé là-dessus. Mais en général, non, il faut mieux avoir chacun des personnages. Donjon 3, digne successeur de Donjon 2, ou 2,5 d'ailleurs, parce qu'il y a eu le 2,5, partagent tous ensemble cette tradition du sortilège qui nécessite des ingrédients pour pouvoir être lancés, pas tous, mais certains, notamment les plus puissants, ou ceux qui pourraient poser un problème de déséquilibre dans le jeu. Moi, j'ai constaté quand même que pas mal de gens négligeaient ce point-là, ne voulaient pas s'embarrasser avec ça, mais du coup, ça crée un déséquilibre entre les magiciens et les guerriers, surtout en montant de niveau. Qu'est-ce que tu en penses? J'étais un meneur de jeu là-dessus assez généreux, mais on avait la liste des sorts qui nécessitaient des choses très coûteuses ou très rares. Et en général, effectivement, quand mon équipe partait en expédition, elle avait, il y avait une perle, je ne sais plus pourquoi était la perle, à 10 000 pièces d'or. Il y avait un autre truc, donc toutes les choses qui coûtaient plus de 200 pièces d'or, ils en avaient au moins 1 ou 2 exemplaires, et en général c'était des trucs qui n'étaient pas très gros. Et puis le reste, effectivement, la boule de feu, les trucs comme ça, on disait, bon, vous les avez. Alors, par exemple, dans une de mes parties, il y a un joueur qui avait besoin d'être ressuscité, et qui, faute d'ingrédients, s'est retrouvé dans la peau d'un homme lézard. Et non seulement les joueurs l'ont vraiment très bien accepté, mais en plus, ça a été une véritable source de narration pour la suite de la campagne. Bah, je crois qu'en ce moment, là, j'y connais pas trop, mais en ce moment, il y a le old school renaissance, c'est-à-dire des gens qui reviennent à jouer des choses comme les expériences de Donjons et Dragons du début, et ils font très attention à il y a un terme savant pour dire ça, mais enfin à faire attention à tout ce qu'on se transporte, qu'on dépense, etc. Et donc c'est vraiment au cordeau et on ne fait pas plus ou moins que ce qu'on doit avoir. Alors tu as déjà fait de très nombreuses interviews et par conséquent on t'a déjà posé plusieurs fois la question, mais je suis sûr que tu as assez d'anecdotes pour pouvoir nous en trouver une originale. Peux-tu nous parler d'une anecdote de jeu de rôle que tu souhaites partager avec nous? Pas vraiment une anecdote, mais quelque chose qui ressemble. Dans la première campagne de Capitaine Vaudou, qui a été réédité dans le dernier volume, à un moment, on a invité à un banquet. Ce ne sera pas un vrai spoiler, parce que il y a un rêve qui est très très cryptique et qui fait interroger les personnages, donc les joueurs, sur est-ce qu'on doit manger telle ou telle chose dans le repas. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Et mes joueurs m'en reparlent 20 ans plus tard en disant est-ce qu'il faut faire ceci ou cela. C'est une espèce de gag. Et j'ai rencontré des joueurs il n'y a pas longtemps qui jouaient à cette version, d'autres un peu plus tard, avant, qui ont joué à la version d'avant, et à chaque fois ils me disent ah oui, c'est le jeu, c'est le scénario où. Et en fait, pratiquement tout le reste, c'est un peu évacué, le méchant, les aboutissants, la personne à sauver, etc. Ils ont oublié à peu près tout du scénario. En tout cas, ils n'en parlent pas beaucoup, mais ce dont ils parlent, ils disent ah oui, le moment où il faut savoir si on doit manger ou pas. Je pense qu'il y a comme ça, voilà, il y a des scénarios, des aventures de jeux de rôle dans lesquels on retient quelque chose qui n'est pas forcément l'enjeu principal du scénario, mais un petit à côté. Mes joueurs, par exemple, parlent encore d'une plante qui s'appelle la rigolette dans une de mes campagnes. J'en parlerai une autre fois. De l'intérêt aussi, hein, par exemple, j'ai fait jouer le Temple du Mal élémentaire, qui est un scénario, mais super long, super dur, enfin non, je confonds peut-être, enfin en tout cas c'en est un où à un moment il y a une espèce de
de labyrinthe de pièces qui sont sur le tour d'un volcan, et donc il y a les 4 éléments, enfin c'est du Donjons et Dragons super classique, avec, avec des salles, des portes, des monstres, des trésors, enfin sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et à un moment, il y a dans une salle, il trouve un petit gobelin tout minus, tout nu, tout nul, etc., qui est là, qui a quelques piécettes, qui implore le pitié. Alors en général, il tue tout le monde parce qu'il se méfie de quoi que ce soit et de n'importe quoi. Enfin, c'est des abominables, hein, mes joueurs. Et puis là, il leur dit oui, mais bon, je peux vous porter des petits trucs. Alors pas beaucoup parce que bon, je suis pas très fort, mais je reste derrière. Et puis si vous voulez, même des fois devant, j'avance devant vous. Enfin, quand il n'y a pas de danger. Enfin donc il veut faire son rôle de torche-bearer et de petit porte de ce truc-là. Et donc il avance, puis à un moment je lui fais ramasser dans un ensemble dans une cuisine, un petit ensemble de couteaux. Donc il prend ses petits couteaux avec lui pour aider à couper, etc. Il se trouve que c'est un démon qui est dans une des micro-dagues, donc c'est une épée maudite. Et ce personnage-là, il se rend pas compte, mais au fur et à mesure, il devient de plus en plus fort, etc. Et dans les 5 scénarios qui suivent, en fait, ils ne le voient plus parce qu'il est autre part et c'est devenu leur archi-ennemi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils ne savent pas, mais les 5 scénarios d'après, celui qui leur en veut parce qu'il est devenu torche-bearer et qu'il a failli mourir, c'est lui. Et que à chaque fois qu'ils luttent contre un ennemi qui est dans l'ombre, ils ne se rendent pas compte que c'est le gros petit gobelin qu'ils ont libéré. Voilà, c'est à peu près une petite anecdote qui a dû emmerder une grosse partie des gens, mais c'est une partie de jeu. Deux parties de jeu de rôle. Ce qui est assez incroyable avec le jeu de rôle, et qui d'ailleurs donne tant envie aux joueurs de raconter leur partie, c'est qu'au fil du temps, ça devient de véritables souvenirs. Ça, c'est aussi les phénomènes de mémoire et d'oralité. C'est-à-dire que je pense qu'on a plus de souvenirs quand on a sur ce qu'on a imaginé que sur ce qu'on a vu. Ça arrive de temps en temps. Quand on va nous montrer une illustration, quand on va montrer le dessin d'un personnage, je suis pas sûr que ça aide vraiment au souvenir. Ça aide sur le moment à faire une représentation, mais je suis pas sûr que le souvenir en soit renforcé. Alors que la façon de jouer d'un personnage, d'un joueur, du MJ, lui, elle va rester, à mon avis, plus ancrée. C'est-à-dire que on va se souvenir du son, des petits lieux qu'on grignotait en même temps, je sais pas. Voilà, mais oui, parce que c'est comme ça que quand on se rencontre à 4 ou 5, et qu'on se raconte une partie de jeu de rôle, on se rappelle du même souvenir. Et on se rappelle pas, je me rappelle même pas si on était chez Franck ou chez Jean-Michel ou chez moi, quoi. Mais on se rappelle que dans la pyramide inversée du Yucatan, là quand ils étaient là et qu'ils rencontraient les 2 femmes de ménage, c'est là qu'il s'est passé le massacre le plus atroce de leur carrière d'aventurier. Que penses-tu des nouvelles technologies dans le jeu de rôle, comme par exemple les tablettes, ou encore les PDF, les ordinateurs, ou les téléphones portables, les écrans de projection, les tables numériques, etc. Alors PDF, je trouve ça super pratique en tant que référence. C'est-à-dire que de temps en temps on cherche dans plein de bouquins, on voit pas le truc. Donc, alors que j'ai pas de tablette par contre, et sur un téléphone je trouve ça trop petit. Mais ça m'arrive quand je fais du distanciel, ou quand je dois chercher, ou quand je fais des recherches, même sur un jeu que je connais, ou même sur mes jeux, je me dis à quel endroit il y a tel mot ou telle chose, je recherche. Donc le PDF, je trouve particulièrement utile. Il serait plus utile s'il était plus souvent indexé. C'est-à-dire qu'il y a des moyens quand même dans le PDF ne pas faire qu'une sortie comme si c'était papier du PDF. Mais il y en a où il y a des index, il y en a où il y a où c'est chapitré. Mais je trouve voilà, le PDF a un avantage de navigation parmi ça. En second, la tablette. La tablette, tant que c'est un déport
Je sais pas. Là-dessus, à quoi est-ce qu'on sert la tablette, quoi? Est-ce que si c'est pour garder sa feuille de personnage et qu'elle est juste devant nous comme une feuille de personnage et que ça a le même volume qu'une feuille de personnage, pourquoi pas? Surtout si la personne qui sait utiliser ça tape vite ou fait les choses vite. Moi, j'y arriverai jamais, il faut que j'écrive. Et j'aime bien avoir ma feuille de personnage devant moi. Après, si c'est pour avoir le dé dessus sans arrêt, je suis moyennement convaincu. Voilà. Moi, c'est toujours pareil, hein. C'est à quoi c'est utile, comment c'est utile, et tout. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je pense que tu voulais parler plutôt de ce qu'on appelle les virtual tabletop, c'est-à-dire de jouer à distance. Bah, ça, en fait, alors, grâce ou à cause du Covid, j'étais obligé de jouer à distance, puisque même si je préfère jouer au jeu de rôle chez moi, je préfère jouer au jeu de rôle à distance que de ne pas jouer du tout, surtout si ça dure longtemps. Et on a joué avec des amis à distance et on a choisi un jeu de rôle qui se joue sans faire feuille de personnage ni dés, pratiquement. C'est-à-dire on a joué à Hurlement. Hurlement, puisque pas de feuille de personnage, on est un animal. Le meneur de jeu a les caractéristiques s'il y a vraiment besoin. Je pense que sur cette séance, il a lancé 2 fois un dé de 20. Donc ça va. Et il y a d'autres jeux dans lesquels c'est beaucoup plus complexe. J'ai essayé de faire jouer à Capitaine Vaudou avec des gens qui n'avaient pas déjà des feuilles chez eux ou des trucs comme ça. Il y a quand même toute une infrastructure pour les gens qui n'ont pas leur ordinateur, leur truc derrière, qui rend ça compliqué. Si on joue à des choses comme si on ne joue pas à Donjons et Dragons, à quoi sert le fait d'avoir des petits trucs quadrillés qui font je ne sais pas combien de cases avec du jour, de la nuit, le fait qu'on ouvre la porte, on voit derrière ou pas. Là, c'est du overkill. Après, si on joue à Donjons et Dragons en porte couloir trésor, c'est peut-être vachement bien aussi. Hein, le problème, c'est que quelle que soit la question qu'on me pose, ce sera toujours ça dépend. Hein, donc, il y a des questions où je peux dire oui ou non. Mais, et puis, par exemple, quand je joue, là, j'ai fait jouer pendant le Roll Event 5 personnages à Capitaine Vaudou avec, sur un Discord avec caméra ou pas caméra. Il y en a un qui, sa liaison n'était pas assez stable, il n'a pas mis de caméra. Il y en a un qui a mis la caméra, puis après c'était compliqué, il l'a retiré. Moi j'avais la caméra tout le temps où j'ai retiré. Et ben, je préfère voir les personnes, puisqu'il y a des expressions ou pas. Et en même temps, quand il n'y a pas de caméra, de temps en temps c'est que de l'audio, et ça devient comme une émission de radio, un podcast. Il y a aussi un intérêt d'imaginer le personnage en face, plutôt que voir le type avec son casque, ses lunettes, son t-shirt Iron Maiden, alors qu'on joue au XVIIe siècle. Alors que le Iron Maiden, quand on est autour de la table, hein, quand on joue au Xe siècle, ça me gêne moins d'un seul coup. Comme quoi il y a des contradictions. Mais voilà, non, j'aime bien jouer aussi comme ça, parce que, comme je dis, je joue avec des gens que je ne connais pas, que je peux apprendre à connaître, à des jeux que je ne connais pas, que je vais apprendre à connaître. Et ça n'empêchera pas que ce sera toujours bien moins sympa que de jouer avec mes copains autour de ma table où on est. Alors, le défaut, c'est qu'on discute un peu avant, on mange un peu avant, et que là, quand on fait une soirée de jeu de rôle à distance, on joue de 8h à minuit, donc 4 heures, et quand on joue chez moi, on joue de 9h à 11h. Le temps qu'ils arrivent, après le temps qu'ils aient pour qu'ils repartent, donc on joue 4 heures ou 2 heures. Donc il y a un défaut. Et là, je me suis éloigné quand même des outils numériques, je me suis plus rapproché quand même de à distance ou en présentiel. Hein. Parce que l'outil numérique, je sais pas. J'ai essayé de jouer avec des feuilles de personnages programmées,
dans lequel on clique sur des choses et ça lance tout de suite les dés. C'est pas mal, mais faut cocher sur les cases, faut lancer, faut cliquer. Si c'est toujours le même jet de dés qu'on lance avec avec la même difficulté, avec le même truc, ça peut marcher, mais il suffit que ce soit un jeu avec des choses un peu plus variables, c'est déjà un peu plus compliqué. Autre question qui me tient à cœur, le jeu de rôle, avec ou sans MJ? Je crois que je préfère avec MJ, mais en fait, comme je dis dans un de mes petits trucs, comme ça, quand j'explique un peu ce que c'est que le jeu de rôle, parce que je me suis toujours fait beaucoup reprendre par des gens qui me disent non, mais le jeu de rôle, c'est pas forcément avec MJ, et je dis, c'est une citation de Gabin écrite par Audiard, c'est il y a bien des poissons volants, mais ce ne sont pas la majorité de l'espèce. Donc voilà, il y a des jeux de rôle sans MJ, mais c'est pas la majorité des jeux de rôle. En dehors de ça, j'ai déjà joué à des jeux narratifs avec narration partagée, dont on dit que c'est des jeux de rôle. Je sais que le GROG, qui est un site qui recense quasiment tous les jeux de rôle qui existent, a vraiment du problème à savoir qu'est-ce qui est du jeu de rôle, qu'est-ce qui n'est pas de jeu de rôle, est-ce qu'on va le rentrer dedans, est-ce qu'on va pas le rentrer dedans. Après, il peut y avoir des jeux de rôle avec MJ tournant. Auquel cas, c'est pas exactement la même chose, c'est le rôle de l'arbitre qui change, et c'est passé. Il y a un petit jeu de société qui est super simple, qui s'appelle... j'ai oublié, on va faire une coupe. Dis-moi ou raconte-moi. Elixir, je sais plus. Alors, il y a Elixir, il était une fois, qui a eu un énorme succès à une époque, sur lequel on faisait la narration, et voilà, on arriver à il était une fois, voilà. Il y a ce jeu, voilà. Il était une fois, où à ce moment-là, c'est du jeu narratif sans MJ. Donc, c'est du jeu rôle, si on veut. Sans MJ, puisqu'il y a une histoire que l'on commence, on raconte quand même son histoire telle qu'on la veut, et à un moment, quelqu'un peut intervenir. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un fait le MJ en disant « Ah, il s'est passé quelque chose qui fait que l'histoire a été modifiée », et lui reprend l'histoire. Ça peut être interprété comme étant du jeu de rôle d'une façon ou d'une autre. Après, il y a des gens qui disent que le jeu, les loups-garous de Tierceleux, c'est du jeu de rôle. Je suis plus dubitatif, en fait. Est-ce que finalement, aujourd'hui, il n'y aurait pas plus un seul jeu de rôle, mais plutôt des pratiques rôlistiques qui vont du narrativisme jusqu'au simulationnisme, et qu'elles sont toutes très différentes les unes des autres? À un moment, il y a eu une tentative de ne plus dire jeu de rôle, mais de dire jeu d'aventure. En sachant que ça allait être vague aussi, mais en se disant c'est pas la même chose que le jeu de rôle. Alors qu'en fait, c'était pour ne pas dire jeu de rôle au moment où les gens disaient vaut mieux pas dire jeu de rôle. Donc on a échappé à roller, oui, absolument. Et à jeu d'aventure, ce qu'on va donner les aventureurs. Non, c'est les aventuriers. Les aventuristes. Oui. Et l'Actual Play, du coup, a un avis? Alors, moi, j'essaie d'en regarder plusieurs pour essayer de me faire une opinion sur chacun. Je suis un peu... J'en ai vu quelques-uns où c'était vraiment des joueurs qui jouaient vraiment tant que c'était filmé juste et il n'y avait rien. D'ailleurs, il y a toute une série où le type a filmé notre partie de Buffy. Où on raconte qu'il y a des trucs en dehors, des machins, c'est long, enfin... J'imagine pas que quelqu'un ait envie de regarder la partie où on est, mais ça a été filmé. Mais je sais plus le niveau de la chaîne, Alex Tomiel, enfin si à un moment ça t'abuse, je t'enverrai le lien parce que tu as envie de me voir en train. Mais je crois qu'il y a ma tête une ou deux fois, mais la plupart du temps c'est mon avatar. Mon avatar est mieux. La Bonne Auberge, ça te parle? Et ça je trouve intéressant de façon documentaire. Mais j'en ai vu un et c'est tout. Après, j'ai essayé de voir Critical Role, c'est ça, l'américain de base. J'ai trouvé ça un peu chiant, jusqu'au moment où quelqu'un m'a dit « Non, mais faut le regarder avec machine comme meneuse de jeu ».
et pas bidule comme meneur de jeu. Et là, j'ai regardé, je me dis, ah ouais, mais avec une meuse de jeu qui est super impliquée, qui parle vachement bien, qui raconte tout le truc et tout, je me suis dit, ah ouais, elle emmène la partie. Et c'est pas celle qui a fait connaître le truc, hein, c'est une, parce qu'à un moment, ils ont tourné. Et donc, je me suis dit, alors bon, j'avais pas le temps, le truc était long, j'ai pas regardé. Mais je me suis dit, quand il y a vraiment une personne qui mène la partie, qui est, enfin voilà, qui est un conteur, qui compte vraiment le truc, et les autres en fait, qui sont dedans, ils te disent des trucs, mais c'est le conteur qui amène, quoi, etc. Après, j'ai regardé, voilà, Julien Dutel, des trucs comme ça. J'ai regardé, l'avantage c'est que, bon, déjà c'est français, et puis c'est des joueurs, mais ils sont un peu acteurs et ils jouent un peu entre les deux. Parce que quand il n'y a que des joueurs qui ne jouent, qui savent faire que joueurs, tout de suite ils commencent à faire des plaisanteries hors jeu. Et les plaisanteries hors jeu, ben, ça va un moment, mais ça fatigue, ça casse les couilles. Oui. Voilà. Hein, oui. voilà. Catégorie d'actual play que j'aime bien, c'est les actual play d'une heure qui sont là pour, en général dans les financements participatifs, pour montrer en fait quelle est un peu l'atmosphère du jeu, quels sont les quelques éléments de règles que l'on montre pour les débutants. Et ça, je trouve ça intéressant. Parce que, de toute façon, c'est monté, enfin, c'est pas monté, mais c'est calibré pour que ça tienne dans le temps. C'est les gens, on sait qu'ils sont pas là pour raconter leur vie et comment est-ce qu'ils ont mangé des petits Benelux un peu avant. Ils sont concentrés et donc ça avance. Alors c'est pas une vraie partie, mais c'est une partie qui va montrer comment ça se passe. Et là, ça peut donner envie d'acheter. En fait, c'est un actual play marketing, hein, mais ça me dérange pas. On sait ce que c'est. Et là, je trouve que c'est un intérêt. Comment vous avez vécu les attaques contre jeux de rôle, les grandes périodes comme celle de 85 ou 94? Bah, au départ, on se dit, ça y est, encore des connards qui racontent n'importe quoi. En général, c'était des mecs, et puis on était polis, on n'aurait pas dit connasse. Mais ça nous était arrivé plein de fois. Il y avait eu un article un peu pourri dans Le Figaro. Alors pourtant, j'avais rencontré la journaliste, j'avais essayé d'expliquer, je pensais que ça allait être bien passé. Il y avait Jacques Pradel qui avait fait des choses là-dessus aussi, je crois. Je ne me rappelle plus. Puis sans doute un ou deux autres. Et on se disait, c'est bon, ça va passer. Alors que Mireille Dumas, mais ça a fait exploser le truc. Parce que tout le monde l'a pris vraiment 100% sérieux. Et puis, en plus, ça surfait. Ça, c'était là où elle était bonne, hein, par rapport à surfer sur les croyances populaires et tout comme ça. C'était sur le fait que ça surfe sur ce jeune qui s'était donné la mort et ses parents qui disaient c'est à cause du jeu de rôle. Enfin, c'est la faute du jeu de rôle. Je m'en rappellerai toute ma vie. J'étais devant ma télévision avec mon père et on a vu un reportage où un jeune était s'était suicidé et les parents expliquaient longuement à la télévision que l'enfant était enfermé chez lui depuis 3 semaines, qu'il n'avait pas le droit de voir ses amis, qu'il n'avait pas le droit de leur téléphoner, qu'il n'avait pas accès à la télévision, qu'il n'avait rien et qu'il s'était suicidé et qu'ils avaient retrouvé sous son lit un exemplaire de Stormbringers qui expliquait complètement pourquoi il s'était suicidé. Oui, exactement. Et elle était super convaincante parce que ma mère est venue me voir, elle dit mais c'est pas ça que vous faites toutes les semaines sur la table du salon. Je dis oui bien sûr, mais c'est pas un peu dangereux. Dit, tu nous as vu, le seul danger que tu as vu c'est des taches de café sur le bulgum. Ah oui effectivement, non mais oui mais ça a l'air sérieux quand même. Puis en général je regarde ces émissions, enfin si elle dit ça c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Là, je sais pas en général, mais là, elle raconte vraiment n'importe quoi. T'es vraiment sûr? Donc, tu vois, ma mère, elle était un peu inquiète, et c'est parce qu'elle voyait mes copains venir toutes les semaines et qu'elle les connaissait bien depuis... on se connaissait depuis le lycée, quoi. Ça faisait 10 ans au moins qu'on se connaissait, qu'elle voyait pas comme quoi il pouvait y avoir un danger. Il a fallu que 20 ans se passent pour qu'à un moment, elle voit un reportage de la 6 sur les antiquaires au puce de Saint-Ouen. Parce qu'elle vendait des choses au puce, des miroirs au puce de Saint-Ouen. Et là, elle regarde le documentaire, elle dit mais il raconte n'importe quoi.
mais c'est totalement monté, mais c'est totalement faux, je dis. Oui, comme le jeu de rôle il y a 20 ans. Ouais, seulement. Voilà. Alors, moi, à cette époque, j'étais métalleux et drôliste, bien sûr, vice-président de l'association Némésis. Et alors, du coup, j'ai même eu droit à des sermons du grand-père de mon ami pendant une demi-heure m'expliquant que le jeu de rôle, ça tuait les jeunes, comme si je prenais une drogue dure. C'était très compliqué, quoi. Et sur le moment, je me suis pas vraiment rendu compte de ce que ça allait faire, parce que moi, j'étais pas dans le milieu associatif. Mais on a évité, j'ai fait éviter quand même, il y a Morandini qui voulait en faire une. Hein, ça aurait été bien, ça, je pense. Il y a, dans les autres choses que j'ai fait éviter, il y a la scientologie qui voulait faire un jeu de rôle. Enfin, la scientologie, les éditeurs de Ron Hubbard, qui voulaient faire un jeu de rôle sur Terre, un champ de bataille ou quelque chose comme ça, qui était la série de livres de science-fiction écrite par Ron Hubbard. Tu es un grand fan de la science-fiction des années 70, très, très grandiloquente, voilà. Et bon, parce que tu participais à Métal Hurlant, faut le dire, c'est important dans ta carrière. Moi-même extrêmement friand de ce genre de SF, et mis à part l'Empire Galactique, j'ai pas la sensation qu'il y ait beaucoup de jeux qui soient vraiment dans ce mouvement-là, dans ce type-là, même s'il existe hein, des jeux de rôle comme Travelers, etc. Est-ce que t'as pas un regret de ce côté-là Je sais pas, je crois que les gens, ça les intéressait. S'il n'y en a pas eu, c'est que c'est intéressant. Il y a quand même eu Traveler, qui était pas mal connu, j'ai vu ça. Space Opera, bon, c'était un des premiers jeux de rôle qui est sorti. Felix Sons, je me rappelle pas trop du background et comment ça marchait ou pas, mais j'ai des amis qui étaient assez fans de Felix Sons, donc il y en a eu. Après, est-ce qu'ils ont eu du succès plus ou moins? Je sais pas, mais par rapport à d'autres jeux, parce que en dehors de Donjons et Dragons, est-ce qu'il y a beaucoup de succès dans de l'Heroic Fantasy? Je sais pas trop. Hein. Donc c'est comme si on dit, il suffit, s'il y a déjà 4 jeux de Space Opera. Après, moi quand je dis avec des vaisseaux, c'est du Space Opera. Quand je dis SF, Paranoia, c'est de la SF. SF, je reste plutôt sur Terre avec des dystopies, des choses bizarres, des mutants, tout ce que tu veux. Athanor. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y avait Gamma World. Et tout. Moi, c'est de la SF. Star Wars, c'est du space opéra. C'est de la SF par défaut parce que sinon c'est un peu c'est des sabres de samouraï avec des histoires de cow-boys et des princesses. Mais voilà, c'est du space opéra héroïque des années 50. Moi, Star Wars, c'est plutôt des années 50. Hein, Donc, dernière question de ce très long interview. Est-ce qu'il existe un auteur dont tu regrettes que son univers n'ait pas été adapté en jeu de rôle? Que tu aurais vraiment aimé que son univers soit adapté en jeu de rôle? Un monde, il y a un ou deux trucs de Cadic qui ont été plutôt bien adaptés. Alors, je fais une petite incise. Blade Runner est un film génialissime, colossal, super beau, et c'est une hyper mauvaise adaptation du bouquin dont il prend l'adaptation. Ce qui veut dire, c'est que voilà, on peut faire un très beau film d'une très mauvaise adaptation. Paycheck ou je sais pas quoi de John Woo qui était sympa, qui est une adaptation d'une des nouvelles. En fait, souvent les meilleurs films sont adaptés d'une nouvelle. Un film qui est adapté d'un bouquin, c'est plus dur. Il y a un des 1984 qui était plutôt bien, mais quelque chose qui n'est pas sorti et qu'il faudrait adapter. Alors je me demande comment le monde de la culture passerait au cinéma, ou comment le Grinch, je sais plus. C'est Dave Simmons, c'est ça je crois, serait adapté. Mais je sais pas trop parce que moi la SF, quelque part, un des grands films de SF, c'est Soleil Vert. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas besoin d'avoir des effets spéciaux partout. On a une espèce
pour moi, la SF, c'est qu'est-ce qui se passerait si ceci changeait. Et la SF est beaucoup plus souvent sociologique ou prospective que forcément technologique. Ou alors elle est technologique dans le sens où qu'est-ce que le fait qu'on puisse se déplacer à la vitesse de la lumière implique. C'est-à-dire on va plus loin, on peut voir ce qui se passe plus loin. Mais qu'est-ce que ça implique sur l'espèce humaine? Le fait que la technologie existe en dehors de quoi que ce soit n'a pas un grand intérêt. La voiture volante, la voiture volante existe. Maintenant, il va y avoir des embouteillages partout dans le ciel et des gens ils vont tomber de 400 mètres. Et partout, il va y avoir des endroits où il va y avoir sans arrêt des taches de sang sur le sol, quoi. Bien, on en restera sur cette belle image. En tout cas, merci de m'avoir reçu, de m'avoir accordé ce long interview et qui m'a vraiment fait plaisir et qui, j'espère, aura plu au plus grand nombre. Sur ce, c'est la fin de cette très longue interview en 3 parties de Pierre Rosenthal. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aurez trouvé des choses intéressantes là-dedans. En tout cas, moi, j'ai kiffé de rencontrer Pierre et de passer une journée entière. J'ai passé 9 heures à parler avec lui, donc c'était vraiment incroyable comme expérience. Donc, comme vous avez aimé, vous allez me pousser ce bleu et m'abonner ce clic. Et puis partager sur les réseaux sociaux, faire des photocopies de la vidéo pour mettre ça chez vos copains. Enfin, vous allez faire tout ce qu'il faut pour que ça marche, parce que ça me fait plaisir. Voilà, quand ça me fait plaisir, j'ai hâte de vous faire plaisir à nouveau. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures.